Bonjour Fabrice Epelloin. Bonjour. Tu viens de publier sur l'Impertinent une chronique qui nous explique comment dorénavant les citoyens vont pouvoir écrire des lois grâce à l'IA. Mm. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots et puis ensuite on abordera le sujet choc, on va dire, enfin, grave plutôt, des attaques répétées du gouvernement français contre la liberté d'expression. Alors, l'idée est toute simple. C'est la énième loi liberticide qu'on arrive en France. Ça fait 20 ans que je m'oppose à ce genre de truc. J'ai tenté une démarche innovante. Euh, la démarche étant que, habituellement, le processus législatif classique, c'est des politiques décident de quelque chose. Ici, l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs, ce qui est l'objectif de la loi. À laquelle on pourrait s'opposer, mais c'est pas l'objet de la séquence dont je vais vous parler. Ensuite, on écrit une loi, on la vote, ce qui est effectif, et puis ensuite, on laisse au décret d'application, après avoir voté la loi, le soin de traduire la loi en problématiques techniques. Et c'est généralement là qu'on a soit des lois totalement liberticides, soit des lois totalement débiles parce que inapplicables d'un point de vue technologique, soit les deux en même temps. Et donc, j'ai décidé de d'adopter la démarche inverse. C'est-à-dire que plutôt que de partir d'un texte de loi et d'arriver, après qu'elle ait été approuvée par le Parlement, à des textes plus ou moins idiots, je suis parti de la concrétisation technique de ce que pourrait donner une interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. Alors, j'évacue tout de suite un sujet. Je ne suis pas forcément d'accord avec le fait d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est quelque chose qui devrait se discuter, mais malheureusement, on n'est pas vraiment dans une démocratie, donc c'est pas l'objet de cet exercice. Malheureusement, il n'y aura pas de discussion là-dessus, essentiellement parce qu'on est abreuvé d'études qui sont toutes orientées sur le fait que ça a un impact négatif sur les enfants. Ce qui est vrai, hein, objectivement. Simplement, on n'a jamais vu émerger des études, et pourtant il y en a, qui montrent que oui, mais ça a aussi un impact positif sur les enfants. Mais peu importe, je suis parti du principe qu'il fallait interdire les réseaux sociaux aux mineurs, mais qu'il fallait l'interdire dans le respect des libertés individuelles. Et donc j'ai commencé à construire une solution technique qui consiste grosso modo à imposer par défaut sur les smartphones et sur les ordinateurs vendus en France des filtres parentaux extrêmement restrictifs, que les parents pourraient bien évidemment débloquer, ne serait-ce que pour leurs propres besoins, de façon très simple et avec un vrai respect des libertés individuelles, avec des technologies qui s'appellent le ZKP, je vous laisse lire la chronique, et qui ensuite permettrait aux parents de prendre le contrôle du filtre installé lui aussi par défaut de façon extrêmement restrictive sur l'ordinateur et le smartphone de leur bambin, et à partir de là de contrôler le moindre détail en prenant pleinement à leur charge l'autorité parentale. C'est-à-dire que les parents seraient en mesure de dire, bah, je sais pas, en fonction de vos objectifs pédagogiques et chacun a les siens, et c'est vraiment là encore un respect des libertés fondamentales. Si vous considérez que votre enfant ne devrait pas utiliser TikTok plus de 3 heures par semaine, vous pourriez le paramétrer. Si vous considérez que votre enfant de moins de 15 ans ne devrait pas accéder au porno, j'espère que vous le considérez, vous pourriez le paramétrer. Si vous considérez par exemple que votre enfant ne devrait pas accéder à des applications ludiques après 22 heures sur son smartphone, vous pourriez le paramétrer et vous n'auriez pas nécessairement la même politique de modération que votre voisin qui n'a pas les mêmes objectifs pédagogiques que vous, là encore, liberté individuelle. Euh, donc, je construis cette proposition technique. Je la confronte au corpus législatif existant, hein, parce qu'il y a des lois, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, qui encadrent absolument tout, ou presque, d'un point de vue numérique. Je renforce avec cet encadrement juridique les détails de la solution technique que j'aimerais voir aboutir in fine après ce texte de loi. Et à partir de là, je demande à une IA de me construire un texte de loi qui aboutirait naturellement à cette solution technique. Donc c'est là vraiment la démarche inverse. On part de ce que les décrets d'application devraient imposer en termes de solution technique et on remonte au texte de loi pour ensuite éventuellement la faire voter. L'espoir étant que le Conseil constitutionnel qui a été saisi par LFI, qui au passage s'est toujours opposé à ce genre de loi, a toujours été cohérent et le seul parti politique à avoir eu une conduite claire, cohérente
et respectueuse des libertés individuelles dans cette affaire, a saisi le Conseil constitutionnel. Et puis le Parti socialiste, qui lui a voté la loi, a aussi saisi le Conseil constitutionnel, probablement qu'à l'image du Rassemblement national, le Parti socialiste s'est aperçu qu'ils étaient en train de se tirer une balle dans le pied. D'autant plus qu'ils sont co-signataires d'un rapport du Sénat qui est tout aussi liberticide. Donc le Parti socialiste était probablement pas au sommet de son hypocrisie, il a fait bien pire, hein. Mais Mm. malgré tout, dans une espèce d'hypocrisie absolue, le RN dans un espèce d'embarras qui consistait dans un premier temps à voter pour protéger les enfants, et puis ensuite à s'apercevoir au dernier moment qu'ils allaient se mettre beaucoup de leur soutien, si c'était tout leur soutien, dans l'espace numérique ado, ce qui a été le cas, pour finalement s'apercevoir au moment du vote qu'ils avaient tous envie d'aller aux toilettes ou de boire un verre à la buvette de l'Assemblée. Mais bon, personne n'est dupe de ce genre de démarche. Ce Mm. qui fait qu'au final, bah, la loi est passée et on n'a guère eu que LFI qui a été là pour défendre les libertés individuelles. Et donc, cette loi, alors on avait déjà fait une vidéo là-dessus, une analyse. C'était il y a quelques mois et tu avais déjà pratiquement tout prédit. Ouais. Donc, on en est où là exactement? Dès le On 1er en est, septembre, les Français vont devoir prouver leur identité sur Internet pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux. non, pour pouvoir créer un compte, le fait de prouver l'identité pour utiliser un compte existant, de mémoire, ça va être la fin de l'année. Mais le problème est même pas dans les timings, même si ça a son importance. Le problème, il est dans la méthodologie utilisée pour prouver le fait qu'on est majeur vis-à-vis des réseaux sociaux. La solution retenue, c'est un tiers de confiance. On se demande ce que peut être un tiers de confiance dans un pays comme la France, qui est la championne du monde des fuites d'informations, dans lequel, rappelons-le pour nos amis suisses, l'ANTS, qui est l'organe de l'État qui est en charge de gérer les identités des citoyens français, a été victime d'un piratage qu'un gamin de 12 ans serait capable de perpétrer et que je peux t'apprendre à faire en l'espace de... Honnêtement, en 30 secondes, je t'apprends à le faire. C'est vraiment mais humiliant comme faille de sécurité. Et donc c'est ça le niveau de la sécurisation que proposent les tiers de confiance jusqu'ici de l'État français. Et donc c'est un tiers de confiance à qui vous confierez des éléments d'identification, c'est pas spécifié. Ça peut être aussi fantaisiste qu'un selfie. Donc effectivement, il y a des technologies qui permettent à partir d'un selfie d'estimer l'âge d'une personne. Et typiquement, si vous prenez mon selfie à moi, bah, il n'y a aucun doute que ces technologies vous diraient cet individu a plus de 15 ans. Par contre, pour ce qui est de différencier un gamin de 14 ans et demi et un gamin de 15 ans et demi, là, non. Non, Et mais puis, d'autant plus qu'un gamin peut très bien prendre sa photo et puis la faire vieillir par alors Internet. non, parce qu'il y a ça, il y a quelques technologies qui permettent d'éviter ce genre de bidouille. Par contre, en Australie, où cette loi est déjà en application depuis presque un an, on a eu des gamins qui se sont tout simplement dessinés une moustache et c'est passé nickel. Mm. Donc, c'est des technologies qui sont complètement foireuses, qui sont faciles à détourner. Les seules technologies qui, au final, s'avéreront vraiment solides, bah, c'est celles fournies par l'État. C'est-à-dire, en France, on a France Connect, qui est un truc qui se permet de se connecter aux impôts, typiquement. Sauf qu'à 15 ans, on ne paye pas d'impôts. Donc, on n'a pas nécessairement de compte France Connect. Et puis, on a le fameux Digital Wallet qui va être fourni par l'Europe, qui là, a priori, je m'avance un peu, mais est une technologie extrêmement solide, extrêmement fiable, et qui pose extrêmement de problèmes. Parce que, je crois que j'en ai parlé dans une précédente chronique, c'est aussi la pierre angulaire de tout un système d'identification qui va permettre de construire une société de contrôle, qui va permettre typiquement, en les reliant aux monnaies numériques d'État, d'articuler les conditions d'utilisation de cette monnaie, d'articuler tout un tas de choses qui resteront à l'imagination de nos législateurs dans les mois et les années qui viennent. Mais toujours est-il que dans le cas d'usage ici, elle pourrait tout à fait servir à prouver un réseau social que j'ai plus de 15 ans, sans pour autant lui révéler d'informations personnelles me concernant, modulo le fait que, effectivement, si un service de renseignement tient absolument à identifier, il pourra le faire, pas forcément de façon industrielle, mais il pourra le faire. Modulo également le fait qu'on a déjà des traces dans l'histoire parlementaire française d'amendements retirés au dernier moment, c'est ce qu'on appelle les ballons d'essai en politique, qui ont été lancés par Paul Midi, qui est un député Renaissance, et qui, eux, cherchaient à relier directement une identité civile à tous les comptes sur les réseaux sociaux, de façon à ce que l'administration puisse y accéder.
C'est-à-dire que là, on met fin au pseudonymat, pas à l'anonymat, hein, au pseudonymat, et on met fin à la liberté d'expression alors de mémoire, 6 millions de fonctionnaires en France. Je peux me tromper, on n'est pas à 1 million près hein, chez nous. C'est pas ça qui manque. Mais Mais, le tiers mais de très- confiance peut être lié à Big Tech aussi, ou ça, il sera forcément français? Ça peut être non, non, n'importe non, c'est pas qui. ça peut être n'importe qui, et objectivement, j'ai honte à le dire, hein. Mais il vaut peut-être mieux que ce soit Big Tech parce qu'ils sont plus sérieux d'un point de vue sécurité informatique. Mais de toute façon, les failles de sécurité sont telles. La France, rappelons-le, hein, est la championne du monde, toute catégorie, de la fuite d'informations personnelles. Mon calcul étant au prorata de la population. Parce qu'en valeur absolue, les Américains sont un peu au-dessus de nous. Mais les Américains, ils sont 400 millions. Nous, on n'est que 67 millions. Donc si on fait au prorata de la population, on éclate les Américains, on est les champions du monde très très largement, et on est sur le podium olympique de la fuite d'informations personnelles. Ce qui fait que l'État est en large partie responsable de cela, parce qu'il est le premier visé par ces fuites d'informations personnelles, et elles sont vraiment, j'insiste, humiliantes tellement elles sont ridicules et qu'elles dénotent d'une cybersécurité qui est inexistante. Ça pose quand même problème que l'État démultiplie comme ça l'obligation pour les citoyens français de disperser à tout bout de champ des informations personnelles. Et C'est très comment ça se fait préoccupant. qu'il soit aussi nul? Enfin, je veux dire, il y a des gens incompétents, la preuve, en France. Non, 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 honnêtement, non. J'aimerais bien dire ça. Non, non, la vraie raison du fait qu'on est les champions du monde de la fuite de données personnelles, elle est plutôt liée à une culture française de la centralisation qui remonte avant la Révolution française, hein. C'est vraiment dans l'ADN de la France avec un grand F, et même pas de la République qui finalement est apparue après la Révolution française, hein, vraiment de la France. Ça a des racines très profondes. Et ces racines très profondes, combinées au fait que, alors c'est plus le cas, mais quand l'informatisation a commencé dans les années 70, la France était un pays très riche, et qu'elle a sauté sur l'informatisation. La France est l'un des pionniers de l'informatique, hein. Les trois premières sociétés qui ont fait de l'informatique avant même l'informatique électronique, je parle de l'informatique mécanographique du début du XXe siècle, c'était Olivetti, une société italienne, qui s'est ensuite reconvertie dans les machines à écrire, IBM, que vous connaissez tous, et Bull, qui est moins connu, mais qui est encore un acteur. Aujourd'hui, c'est Atos. De façon intermédiaire, ça a été Amesis, un grand acteur de la surveillance de masse. Mais c'est un acteur historique depuis le début du XXe siècle de l'informatique. La France est vraiment un pionnier. Et donc, ces conditions ont fait que la France, pays ultra centralisé, très administré, avec une administration pléthorique, qui aborde l'informatisation dès les années 70, bah, a constitué une quantité faramineuse de fichiers depuis les années 70. Donc ça fait, j'allais dire 50 ans, 55 ans, c'est mon âge, 55 ans d'informatisation successive qui se font par couches. Et chaque fois que vous ajoutez des couches dans un système informatique, vous ajoutez des failles qu'il va falloir trouver de façon archéologique. Dans certains systèmes informatiques, je pense notamment au secteur bancaire, il y a des failles qui relèvent de codes qui ont été écrits en COBOL. Aujourd'hui, si vous voulez trouver des informaticiens en France qui savent écrire en COBOL, il faut aller dans les EHPAD. Il n'y en a plus du tout. Du tout, du tout. On est obligé d'aller en Inde pour trouver des sociétés de services qui se sont spécialisées là-dedans parce qu'effectivement, il y a un marché gigantesque en Occident de vieux systèmes informatiques qui marchent très bien. Il n'y a aucune raison de les changer. Et puis surtout, ils sont au cœur de tout un truc qui a été empilé depuis 50 ans par-dessus. Les changer, c'est très problématique. Et dans la mesure où ils marchent, pourquoi les changer? Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout les compétences pour les mettre à jour. Donc, vraiment, la principale raison, c'est pas tant. Enfin, c'est aussi des carences en matière de cybersécurité, hein, mais elles sont pas spécifiques à la France. On peut les retrouver pareil. Ce qui est vraiment spécifique à la France, c'est un État qui fut naguère très riche, qui est culturellement très centralisé et qui a été à l'avant-garde de l'informatisation dès les années 70. C'est ça le problème. Alors moi j'ai entendu bon, j'ai des amis ici, bon ils sont d'un certain âge certes, mais qui m'ont dit par rapport à cette loi de majorité numérique qui fait peur hein, aux youtubeurs, hein, ça on va pas Mhm. enfin tu le sais très bien, euh, qui me disent oh mais non mais c'est impossible à mettre en place techniquement, ça n'arrivera pas, j'y crois pas une seule seconde. Eh ben, j'ai peur qu'ils aient raison. Et Ah bon? j'ai peur que l'enjeu de cette loi, ça soit justement de faire exactement ce qui s'est passé en Australie, où on a eu exactement la même connerie, un, une- un fail magistral. En Australie,
Selon les études, on est entre 65 et 85% de la population adolescente qui contourne la loi. Alors au passage, ça veut dire concrètement que l'un de vos apprentissages dans l'adolescence, c'est que une loi est faite pour être contournée. C'est problématique d'un point de vue éducation quand même. Mais le constat est là. Telle qu'elle est fagotée et telle qu'elle s'annonce, la loi sera aussi facile à contourner en France qu'en Australie. Du coup, bah, ça laisse la place à une escalade, un constat d'échec d'ici quelques mois, et le fait de renforcer des mesures par de nouvelles lois qui, typiquement, vont imposer la certification pour chaque compte sur les réseaux sociaux avec une identité civile accessible par l'administration. Et c'est ça le danger. Et à mon sens, et c'est une interprétation de ma part, c'est l'objectif. Et c'est pas une théorie complotiste, vu qu'on trouve des propositions d'amendements législatifs déposées par le même groupe parlementaire qui est aujourd'hui le groupe au pouvoir, j'allais dire la majorité présidentielle, pas vraiment de majorité en France, hein. Mais toujours est-il que c'est le parti du président de la République, et qui très clairement pose cette intention. Donc à Et mon attends, sens, ça veut dire quoi concrètement, c'est ce que ça tu veut me dire dis? que la loi est faite pour foirer, de façon à, comme en Australie, constater son échec pour imposer par la suite le fait d'authentifier, de relier chaque compte de réseau social avec une identité civile à laquelle l'État français pourra accéder. Et il y aura probablement la même chose avec les VPN. Donc ça veut dire que contrairement à cette loi qui met fin au pseudonymat, là, on partirait sur un truc qui met fin à l'anonymat. Non, 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 non. Cette loi ne met pas fin au pseudonymat. Si on a des dispositifs techniques solides, elle ouvre la porte à des fuites d'informations, mais elle ne met pas fin en tant que telle au pseudonymat. L'anonymat, ça n'existe pas, hein. Soyons clairs. L'anonymat, c'est réservé à une élite de hackers Mais de tu viens, très haut tu l'as dit niveau. tout à l'heure que le pseudonymat, enfin que Le cette loi. pseudonymat, c'est pas la même chose. Le pseudonymat, c'est tu te présentes sur les réseaux sociaux comme Zartok75, mais tu as une identité civile. Si il y a une démarche initiée par la justice qui va voir les réseaux sociaux et leur dit j'ai un problème juridique avec ce pseudonyme, donnez-moi des données qui permettent de l'identifier, les réseaux sociaux sont tenus, le font pas toujours, mais ils sont tenus de donner à la justice des éléments d'identification. Et si tu utilises un VPN, bah, la justice va ensuite passer à l'étape suivante. Elle va demander des éléments d'identification au VPN. On est exactement dans le même genre de construction intellectuelle que tu as une holding au Luxembourg dont l'actionnariat est une société aux îles Caïmans qui elle-même est possédée par un truc à Hong Kong derrière lequel tu as des identités civiles. Alors évidemment, quand tu fais une investigation financière dans ce genre-là, c'est des années d'enquête. Pour la justice qui fait des investigations comme identifier la personne derrière un pseudonyme, c'est pas des années d'enquête, mais c'est quand même, euh, c'est pas immédiat. Mais c'est tout à fait faisable et ça se fait quotidiennement. C'est juste une question de moyens donnés à la justice, pas de Mais cadre alors, quelles seront législatif les supplémentaire. conséquences imaginons, donc, cette loi, c'est un gros fail, comme tu le dis, et le but, l'étape d'après, quelles sont les conséquences de l'étape d'après alors? Il y a deux conséquences. Il y a d'une part le fait que tout un tas de gens, typiquement les fonctionnaires en France, sont tenus à un devoir de réserve. Et donc très concrètement, si l'administration a accès à l'identité qui est derrière mon pseudonyme et que je suis pompier, enseignant, policier, membre d'une administration diverse ou variée, et que par exemple je témoigne publiquement à travers un pseudonyme de mes conditions de travail, de tout un tas de trucs qui font qu'on est au courant en France de ce qui se passe chez les pompiers, surtout en ce moment, de ce qui se passe dans l'enseignement national, dans l'éducation nationale, de ce qui se passe au sein de la police, parce qu'on a des témoignages qui peuvent s'exprimer du fait de l'utilisation d'un pseudonyme, eh ben demain, ils fermeront leur gueule, parce qu'ils sauront pertinemment que leur propre administration pourrait avoir accès à leur identité et prendre des mesures de rétorsion. Mais c'est Donc pas on déjà le aura cas, ça? non, c'est pas déjà le cas. C'est pas déjà le cas parce que la justice ne permettrait pas d'intenter une action contre typiquement un prof qui explique ses difficultés dans son travail au quotidien. La justice ne recevrait pas une plainte de l'administration, même si effectivement il y a eu une petite légèreté avec l'application de la loi. Donc le fait qu'on soit dans une démocratie avec des contre-pouvoirs tels que la justice protège d'une certaine façon des fonctionnaires qui vont avoir un petit rôle de lanceur d'alerte ou un grand rôle de lanceur d'alerte. Et ça nous permet à nous, simples citoyens, bah, d'être au courant de ce qui se passe au sein de l'État.
Ça sera terminé. Ensuite, bah, très concrètement, en France, on a enfin eu, tu n'as probablement pas suivi ça, il y a 2 semaines, Le Figaro a révélé que il était très courant que les militants d'extrême droite, à tous les niveaux, du petit militant jusqu'au député élu, soient exclus du système bancaire. Et que c'était une méthode de rétorsion classique, où bah, si tu es élu et député, je crois que c'est Jean-Philippe Tanguy qui avait témoigné dans Le Figaro, et ben, quand il a été élu député, son compte en banque a sauté. Qu'est-ce que c'est que Euh, cette histoire? c'est courant. Alors, moi, je suis au courant depuis des années, hein. Il y a un nombre incalculable. D'ailleurs, ce serait bien qu'il y ait une commission d'enquête un jour pour le calculer. Mais il y a un nombre incalculable de militants d'extrême droite, et à ma connaissance que d'extrême droite, mais j'ai pas enquêté sur le truc, donc j'en sais pas plus que ça, euh, se sont fait débancariser. Et d'ailleurs, ça ne touche pas que des militants d'extrême droite, hein. J'y pense. Marc Toiti, qui est pas du tout un militant d'extrême droite, qui est un économiste, qui est l'ancien chef économiste de la BPCE, donc une banque extrêmement sérieuse qui fait partie des grandes banques françaises. Aujourd'hui, il a sa propre société de conseil en économie, mais il a longtemps été, il est toujours sur tous les plateaux télé. Ça fait partie des stars des économistes français. Il y a comme ça 4-5 économistes qui prennent régulièrement la parole sur les plateaux télé. Eh ben, il y a 2 ans, il a eu le tort de critiquer la politique économique de la France. Et il s'est fait dégager. Je ne vais pas citer la banque parce qu'il ne l'a pas cité lui-même, même si tout le monde la connaît. Mais c'est l'une des principales banques françaises. Non seulement il s'est fait dégager de la banque, mais sa femme et ses enfants se sont fait dégager de la banque. C'est délirant. Non, c'est une tradition française en fait. Je La ne sais pas à quand ça tradition remonte. française. Je sais pas à quand ça remonte. C'est vraiment pas du tout mon domaine d'expertise. Je sais que à l'époque de Mitterrand, Charras avait pour habitude de balancer des contrôles fiscaux aux journalistes qui lui revenaient pas. Et c'est pareil, les contrôles fiscaux, c'est comme la débancarisation, c'est très, très très courant en France comme répression politique. Alors je ne sais pas si ça remonte à Mitterrand, si ça existait déjà avant. Je ne sais pas s'il y a une continuité entre Mitterrand aujourd'hui. Là encore, vraiment, on n'est pas du tout dans mon domaine d'expertise. Ce que je sais, pour en avoir entendu parler de toutes parts, c'est que c'est d'une banalité sans borne en France. C'est extrêmement courant en France. Vraiment, très très courant. Mais par contre, que jusqu'ici, c'était un tabou dont la presse française ne parlait pas. Et là, pour une raison que j'ignore, tout d'un coup, le Figaro, qui n'est pas vraiment d'extrême droite, hein, en parle. Donc c'est réjouissant. C'est pas tous les jours qu'un tabou de la presse française, qui est très 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 frileuse pour donner des informations qui ne sont pas labellisées, tout d'un coup publie quelque chose qui était pas interdit. Il n'y a pas d'interdiction de publier des informations qui mettent dans l'embarras l'État, hein, en France. On n'est pas dans Non, une mais dictature, mais on le n'est pas du tout dans une JDD, démocratie. Valeurs Actuelles, Causeur, il y a quand même assez de presse de droite qui aurait pu sortir cette info, c'est dingue. Ouais, ouais, ouais. Ce qui leur manque, c'est des journalistes. Ce qui leur manque, c'est des journalistes et des capacités à faire de l'investigation. Mais sinon, oui, il y a une presse de droite. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Il faudrait juste qu'ils apprennent à faire de l'investigation. Oui, c'est vrai. Malheureusement, l'investigation, c'est vraiment. Alors, c'est très rare en France, hein, très, très, très rare. Et il y a peut-être 0,5% des détenteurs de cartes de presse qui font de l'investigation. Les autres font de la communication. Euh, mais malheureusement, tous ceux que je connais, et je pense que j'en connais une bonne partie, sont tous très à gauche. Hmm. C'est aussi lié à une volonté de justice sociale et de contre-pouvoir qui résonne bien avec les idées de gauche, hein. C'est finalement assez naturel. Mais on est vraiment arrivé, d'une part, à une raréfaction considérable du pool de journalistes d'investigation au profit d'organes qui font de la création de contenu, hein, comme les youtubeurs, mais labellisés, Hmm. euh, et donc conformes à ce qu'attend l'État. Et du coup, le carteron de journalistes d'investigation, bah, on le retrouve, il y en a plein chez Mediapart, il y en a encore quelques-uns au Monde. Alain Il Pertinent. y a des indépendants. Non, mais toi, t'es pas française, c'est pas que ça compte pas. Il y a des indépendants, je pense à des gens comme Marc Andevelde. Oui. Mais vraiment, c'est rarissime, rarissime. C'est une Hmm. espèce en voie de disparition. Et malheureusement, c'est cette catégorie de journalistes, et uniquement celle-là, qui constitue un contre-pouvoir. Et Mais donc, au final, la presse en tant que contre-pouvoir en France, c'est terminé. moi, j'aimerais avoir ton avis aussi sur la décision de l'impertinent, puisqu'on en parle, de quitter, enfin, de redevenir souverain sur son contenu, notamment les vidéos. Ce qui a motivé cette décision, donc, de rapatrier les vidéos sur le site internet l'impertinent Rapatrier ou média.com. les dupliquer? Alors, les dupliquer.
Ah, c'est pas la même chose. Les nouvelles seront diffusées en entier sur le site. Il y aura des extraits qui seront diffusés sur la chaîne YouTube avec un lien direct pour accéder à la vidéo. L'idée, c'est déjà, alors certes, il y aura peut-être un impact sur l'audience, mais nous, Ah l'audience, oui. c'est pas ce qui nous motive. Nous, ce qui nous motive, bah, c'est que on puisse en fait, les restrictions de YouTube, même sans parler de cette loi sur la majorité numérique, hein, je le constate avec ma Non, vidéo non, le de shadowban, tout un tas de trucs. le shadowban, Il y a des voilà, campagnes de shadowban considérables qui touchent tout ce qui n'est pas conforme à la parole de l'État en France. Je suis pas sûr que ça exactement. touche en Suisse, mais ça Alors, par touche exemple, mécaniquement le public français qui te lit. mon interview de Laurence Beneux qui traite de la pédocriminalité, YouTube l'a restreint, tu vois, je veux dire. Donc, Alors, je n'ai il pas y a des envie explications que... spécifiques au contenu qui traite de la pédocriminalité, hein. C'est pas tant, pour le coup, c'est une interprétation de ma part, hein, c'est pas tant une volonté de protéger l'État français, par exemple, des retombées de l'affaire Epstein, qui a jamais vraiment été traitée sérieusement, que un verrou général sur tout ce qui touche à la pédocriminalité sur YouTube, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir à trier au milieu de tout ça. Oui, Et alors on peut les je comprends comprendre. très bien, sauf que nous, on ne veut pas avoir à adapter notre ligne éditoriale en fonction de YouTube. Donc, c'est pour ça que, si tu veux, ça fait partie également des arguments qui ont motivé cette décision. Et je voulais savoir ce que Il tu en faut penses. adopter ce qu'on appelle le lalgospeak. T'as beaucoup de vidéos, surtout après l'affaire Epstein, qui sur YouTube de chaînes indépendantes ont commencé à parler de pédocriminalité. Ils ont juste bipé le mot ou mis le son en mute au milieu du mot pédocriminalité de façon à ce qu'il soit pas identifiable par l'algorithme de YouTube et donc pas shadowbanné d'office. Euh, bon, c'est une forme d'adaptation à la censure. Là, on parle vraiment d'une censure algorithmique automatisée. Faut vivre avec, c'est comme ça. Mais en Ou France, on a alors, carrément France Info qui adopte ce genre de censure, d'autocensure, de façon à faire passer ses articles à travers les algorithmes. Tu veux, l'alternative, ça serait de les trier à la main, ce qui est humainement pas possible. Ça demande des non, ressources humaines. mais qu'est-ce que tu penses de notre décision Je pense que tu de rentrer? touches à la différence, au continuum qu'il y a entre la souveraineté, mais l'inscription dans un réseau, et l'autarcie. Euh, Si tu te replies dans des espaces qui ne sont pas YouTube, tu te coupes définitivement de l'audience. Et donc, tu auras 3 vues sur tes vidéos. L'audience, elle est sur YouTube, elle restera sur YouTube, elle ne partira pas de YouTube. C'est pas demain la veille qu'on va avoir de la concurrence à YouTube pour une multitude de raisons qui vont aussi bien de la complexité et du coût de l'infrastructure qu'il y a derrière YouTube et qui fait que c'est une barrière à l'entrée colossale pour un nouvel entrant qui voudrait le concurrencer. L'adoption de YouTube depuis 20 ans par la terre entière, le fait il y a non seulement une adoption, mais il y a carrément un basculement de l'audience de la télévision de flux vers YouTube. Euh, la généralisation des smart TV qui fait que de plus en plus, il y a une consultation de YouTube en alternative à la télévision de flux sur le grand écran plutôt que sur un ordinateur. Donc YouTube est indétrônable. Euh, Par contre, YouTube a ses contraintes. Effectivement, il y a de l'algospeak, il y a la possibilité de se faire shadowbanner par décision politique arbitraire, il y a la possibilité de se faire shadowbanner du fait du DSA, qui pour le coup n'est pas une décision politique arbitraire parce qu'elle est encadrée par la loi, même si il y a plein de problèmes. Mais je la distingue de la décision politique arbitraire, qui est vraiment un coup de téléphone du ministre qui s'énerve contre un YouTuber. Ce qui est documenté, hein. Ça fait l'objet de témoignages de la part de YouTube à l'Assemblée nationale et de témoignages faits sous serment. Donc c'est pas une théorie complotiste, c'est le témoignage sous serment de responsables de YouTube qui ont confirmé ces pratiques. Donc c'est sûr que YouTube, c'est problématique parce que tu n'as aucune garantie de ne pas te faire censurer demain. Et Mais c'est le seul surtout, endroit où tu trouveras de l'audience. oui, mais si tu vois, si on met les extraits des vidéos sur YouTube, ces extraits-là, ensuite, Non, là, tu vas avoir ce qu'on appelle une transformation en marketing. C'est-à-dire que tu vas avoir un certain pourcentage, quelques pourcents, des gens qui, après avoir consulté ton extrait sur YouTube, vont cliquer sur ton lien pour aller consulter ton extrait, l'émission complète ailleurs. Et le taux de transformation se calculera en quelques pourcentages, pas plus. Donc tu vas avoir une perte colossale.
colossal, de l'ordre de Oui, enfin. 95%, 99%. Après, je pense qu'il y a aussi des gens qui ont envie de soutenir l'impertinent autrement que par soutenir YouTube. Enfin, tu vois, qu'il y a cet intermédiaire Et entre les deux. c'est deux choses distinctes. Typiquement, une chaîne comme Thinkerview, son modèle économique est basé sur le don. Et donc, quand elle a été shadowban, de mémoire, c'était l'été dernier, il y a eu quelque chose comme entre les deux tiers et la moitié de son audience qui a disparu du jour au lendemain, mais ça n'a pas affecté ses revenus. Euh, et effectivement, c'est une stratégie qu'a construite Thinkerview en termes de revenus. Il a toujours refusé la monétisation YouTube. Il n'y a pas de pub sur Thinkerview. Les contenus sont en Creative Commons. Ça permet aux auditeurs de voir 2 heures d'interview sans être interrompus toutes les 5 minutes par de la pub. Du coup, ça conforte son audience, forcément. Euh, et ça le met à l'abri des conséquences financières d'un shadow ban. Alors évidemment, en termes d'audience, il a considérablement perdu avec son shadow ban. Mais c'est une forme de souveraineté qui est plus raisonnable en termes d'objectif, qui est de s'adresser au plus grand nombre. Et il a évidemment, toutes les vidéos de YouTube sont dupliquées sur, j'ai oublié le nom de cette plateforme qui est un logiciel libre, mais toujours est-il qu'elles sont toutes accessibles sur d'autres Mm. plateformes que YouTube. Mais l'audience se fait sur YouTube. Euh, Très bien, bah écoute, on verra bien. On va faire des expériences et puis on verra bien ce que ça donne. Qu'est-ce que tu peux nous dire de chat control? Parce que ça m'a l'air d'être très inquiétant aussi. Eh ben, il y a eu une tentative d'élargissement de chat control à l'occasion d'un report d'une exception. C'est compliqué d'un point de vue Mais c'est législatif. quoi déjà, si on reprend la En base? fait, à défaut d'autoriser les écoutes, je simplifie, hein, pour ceux j'incite ceux qui s'intéressent vraiment au dossier à aller creuser pour regarder les détails et la construction législative de ce bordel. Mais J'interromps votre vidéo une petite seconde parce que j'ai besoin de votre avis. Vous venez d'entendre pourquoi l'accès aux plateformes va changer en France dès septembre. De notre côté, nous préparons depuis plusieurs semaines le déplacement de nos vidéos sur notre propre site pour ne plus dépendre d'algorithmes qui décident à notre place et à la vôtre ce qui mérite d'être vu. Quand un sujet dérange, il est mis au placard et cela ne nous convient pas. Mais Fabrice Epelboin, que vous venez d'écouter, pense que l'audience est sur YouTube et le restera. Que même avec un extrait gratuit, nous vous perdrions en route. Il a peut-être raison, je n'en sais rien, et c'est précisément pourquoi j'ai besoin de vous. Vous trouverez en commentaire le lien vers un questionnaire qui vous prendra 2 minutes de votre temps. 2 minutes, 8 questions. Je veux juste savoir si vous nous suivriez, si vous seriez prêt à payer pour ces vidéos qui seraient alors complètement dénuées de publicité, ou si vous pensez que nous faisons fausse route. Répondez franchement, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vous qui financez ce média sans publicité, sans subvention, donc il est normal que vous ayez votre mot à dire. Et lorsqu'on a des doutes, on préfère vous poser la question à vous qui êtes les principaux concernés, plutôt qu'aller droit dans le mur. Je vous laisse avec Fabrice Epelboin et je vous remercie beaucoup pour votre temps et pour votre soutien. grosso modo, au début de l'été, le régime d'exception qui avait été mis en place de façon à permettre, sur la base du volontariat, les plateformes de messagerie, ce qui inclut l'email, de mettre en place des écoutes de façon à signaler aux autorités de façon automatique tout contenu qui est susceptible d'être pour l'instant pédophile, mais demain de façon terroriste, et le terrorisme est une notion très floue et très large, a été reporté, c'est-à-dire que c'est vraiment un régime d'exception qui a été mis en place en attendant de voter la vraie loi qui est Chat Control 2.0. Et ça a été reporté pour une période de, j'ai plus la date, je crois que 6 mois, en attendant de voter la vraie loi qu'ils n'arrivent pas à faire passer, qui s'est déjà fait retoquer 2 fois. La vraie loi étant celle qui imposera au système de messagerie de mettre en place des écoutes. Là, c'est sur la base du volontariat. Et donc, on a reporté pour le temps de mettre en place la vraie loi bien dure pour une certaine période qui, il l'espère, leur donnera l'occasion de vraiment mettre en place le vrai truc. À cette occasion, il y a une tentative d'élargissement de la possibilité de mettre en place des écoutes qui a été contrée par, de mémoire, Nicolas B. du Rassemblement national, qui a fait en sorte que, et pour une fois que le Front National fait pas des conneries d'un point de vue numérique, c'est à saluer, qui a fait en sorte que ça ne s'élargisse pas. Donc on en est là, on est sur un régime d'exception qui se prolonge et qui permet sur la base du volontariat à Snapchat, à Gmail, à WhatsApp, à Instagram et à Facebook d'installer des mouchards qui vont surveiller vos conversations, et c'est le cas actuellement, hein, de façon à les signaler aux autorités si jamais vous échangez des contenus pédophiles. On n'a pas vraiment idée de comment ça fonctionne. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un nombre de faux positifs considérable.
Donc on ne sait pas, ça laisse des questions sur qu'est-ce qu'ils essayent réellement d'identifier. Est-ce que c'est juste des questions pédophiles? Mais généralement, les pédophiles sont utilisés et instrumentalisés pour mettre en place des lois liberticides, hein. Ça a toujours été le cas depuis que, en tout cas depuis que je m'intéresse à ce genre de loi, c'est-à-dire au moins depuis 20 ans. Les pédophiles, bah, je crois que c'est un mystère pour personne en France. C'est Pédoland, hein. En France, on est quand même dans un régime où c'est complètement incroyable la France avec la pédophilie, hein. Epstein a quand même passé ces 20 dernières années 4 ans à Paris. 4 ans. Et c'est un mec qui faisait un déjeuner et un dîner mondain tous les jours. Et il n'y a que 2 personnes qui sont incriminées dans les citoyens français. C'est incroyable. On a des affaires, j'ai lu ça récemment, un juge qui prostituait sa fille de 13 ans et qui a été condamné à du sursis. Je plaisante pas. C'est Ouais, vraiment ça la ouais. France. Donc c'est vraiment le paradis des pédophiles. Évidemment, il y a un laxisme total de la justice. On a eu cet immense scandale d'une gamine, Oui, Liana, Liana, oui. Liana. Liana, qui s'est fait buter par un pédophile qui avait déjà une demi-douzaine de signalements sur le dos et des condamnations, qui en plus faisait partie d'une famille de pédophiles. Je crois que son père était lui-même condamné pour pédophile. Ouais, c'est Et la souvent le justice. cas d'ailleurs. Ouais, 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 c'est souvent le cas. Enfin, c'est pas une excuse. Non, non, Euh, bah non. et concrètement, la justice n'a pas eu le temps d'intervenir parce que, quand on creuse un peu le sujet, et là, assez peu de monde dans les médias l'ont relevé, en fait, à cette même période, la justice, elle a été occupée à mobiliser les forces de gendarmerie Contre la pour DNC, ouais. arrêter des Et la paysans qui DNC. faisaient chier et qui, sur leur statut Facebook, disaient Macron démission. Et du Mm. coup, si les paysans, qui avaient d'excellentes raisons de faire chier, hein, marquaient une insulte vis-à-vis du président de la République sur leur statut Facebook, ils se voyaient perquisitionnés et mis en garde à vue pendant 48 heures pour les dissuader de dire du mal de notre cher et bon grand chef leader Maximo. Et ils ont priorisé ça sur l'arrestation de pédophiles. C'est ça la France et la Oui, bien pédophilie. sûr. Donc, Il c'est faut se clair que méfier toutes comme les de la peste. lois. J'insiste là-dessus, hein. Un politique qui vous parle de Ah mon Dieu, on va faire la chasse aux pédophiles, regardez son historique de vote. Posez-lui des questions. Ça ne veut pas dire que lui-même est pédophile, mais ça veut dire qu'il instrumentalise des pédophiles et que dans la réalité, on n'a jamais rien fait pour lutter contre la pédophilie en France. Jamais. Mm. Oui, et donc toutes ces lois qui sont liberticides, soi-disant pour lutter. Se foutent de votre gueule, Hypocrite. instrumentalisent vos émotions, qui sont à juste titre, hein, c'est quelque chose qui forcément suscite de l'émotion, la pédophilie. Mais vous devriez vous révolter avant même de vous révolter contre les pédophiles, contre les politiques qui vous manipulent en utilisant les pédophiles sans faire quoi que ce soit contre les pédophiles. C'est abject. Mais est-ce que, tu disais tout à l'heure que c'était sur la base du volontariat, ce chat control. Est-ce qu'on sait Hmm. quelles entreprises ont déjà Ouais, accepté de se plier à ça? C'est ouais. lesquelles? C'est Google Gmail, c'est Snapchat, c'est Instagram, c'est Facebook et c'est WhatsApp. Mais je croyais que WhatsApp, les conversations étaient cryptées, Ouais, moi aussi je croyais, ouais. chiffrées. Ouais, moi, je crois. Mais si tu installes dans l'application WhatsApp un truc qui va scanner avant que tu chiffres quoi que ce soit, t'es baisé. Oh putain. Oui, donc. Bon, bah, c'est à savoir, hein, c'est-à-dire que ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'utiliser votre compte Gmail. Ça veut juste dire, je fais faire de la pub pour des Suisses, qu'il faut avoir en parallèle un compte Proton et qu'il faut orienter des conversations qui sont sensibles sur votre compte Proton et réserver à Gmail, qui est quand même rudement pratique, des conversations qui sont absolument pas sensibles. Parce que fondamentalement, les échanges que vous avez avec papa, maman, qu'est-ce que vous en avez à Hmm. foutre qu'il soit sous Oui, c'est écoute? exactement ce que Mais, je fais d'ailleurs. il faut être alerte. Quand vous échangez un email sur Gmail, partez du principe que vous êtes sous écoute. Quand vous échangez un DM sur Facebook, partez du principe que vous êtes sous écoute. Quand vous échangez sur WhatsApp, partez du principe que vous êtes sous écoute. Parce que c'est plus ou moins le cas. C'est pas exactement sous écoute, hein. La réalité technique est plus subtile que ça. Mais ça finira par l'être. Ça finira par l'être. Là encore, on a instrumentalisé les pédophiles pour dire ah bon, on va scanner vos messages pour s'assurer que vous échangez pas des contenus pédophiles. La réalité, c'est que les pédos, ils échangent depuis. Moi, j'ai fait des grosses investigations sur le trafic d'images pornographiques en 2008, c'est-à-dire avant les réseaux sociaux, avant tout ça. Et déjà à l'époque, ils étaient sur le darknet, ils avaient des systèmes super sophistiqués. Donc,
Ah C'est, oui, c'est, ça, c'est clair. on ne va pas porter atteinte à ce petit écosystème en mettant le citoyen ordinaire sous écoute. Le petit écosystème est aguerri depuis déjà une génération à l'usage pointu des technologies et il saura très bien s'évader, il n'y a aucun problème, absolument aucun problème. Par contre, on va mettre le pied dans la porte pour vous dire, ah bah on met un mouchard dans votre système de messagerie parce qu'il y a des pédophiles. Demain, on va vous dire, ah, mais au fait, les terroristes aussi sont méchants. Donc, bah, on va élargir aux terroristes. Et puis après-demain, on va vous dire, au fait, on a changé de terminologie. Vous vous souvenez qu'on a dit surveillance devient vidéoprotection? Eh ben, on a trouvé un nouveau mot, narcoterroriste. Donc, bah, ça vous dérange pas, on va aussi surveiller pour le narcoterrorisme. Et puis tiens, les consommateurs. Et là, on va arriver très rapidement à. Alors, je ne sais pas combien de Français fument du shit, mais ça doit se compter en c'est quelque chose comme 5 millions, j'en sais rien. Et les Suisses, enfin les Suisses, c'est légal chez vous, donc vous êtes tranquille. Mais et c'est comme ça qu'on va arriver à mettre une population entière sous écoute. Très Et rapidement. donc, là, on est d'accord que la Suisse, bon, elle est concernée par le chat control, puisque c'est mondial, Non, hein, Ah bon? non, c'est européen, c'est pas mondial. Non, non, c'est européen, c'est pas mondial. Ah non, non. L'Europe n'est pas les États-Unis. On n'a pas la capacité d'imposer nos lois à la terre entière. Non, c'est Mais attends, européen. si j'utilise Gmail et que je parle avec un mec qui est en France, ça sera scanné Ah quand même, bah non? là, ah bah oui, oui, forcément, tu fais de l'ingérence, hein. Ok, d'accord. Donc, moi, ma boîte Gmail, là, en Suisse, elle est pas scannée. Mais puisqu'il n'y a Mais pas de frontière à l'Internet, c'est ça que je comprends je pas, tu peux pas vois. t'affirmer ça. Et de toute façon, si si t'échanges sur moi aussi qui est une boîte Gmail, si on échange avec Gmail, la mienne est scannée. Donc par essence, bah, tes messages ont une forte chance d'être scannés aussi. Mais comment, La je veux réalité, dire, c'est il n'y a pas de on ne frontière connaît pas la réalité il n'y a pas de frontière au Non, web, au numérique. Donc, il n'y a pas de frontière, mais Google est parfaitement capable d'identifier que la boîte Gmail que j'utilise, elle est utilisée par un citoyen français. Elle est hmm, parfaitement capable d'identifier que ta boîte Gmail à toi est un citoyen suisse. Donc elle peut appliquer des traitements différenciés. ok. Et qu'est-ce que, bon, c'est peut-être un autre sujet, mais j'imagine que c'est lié, cette histoire de rapport du Sénat, d'ingérence intérieure. Est-ce que tu peux C'est un nous... autre sujet. C'est un autre C'est un autre sujet, mais sujet. c'est lié ou pas? Bah, c'est lié au sens où on va avoir une avalanche de lois liberticides d'ici au présidentiel, parce que l'idée, c'est vraiment de verrouiller la possibilité pour des informations issues des réseaux sociaux, de YouTube, des plateformes alternatives, de venir perturber la campagne. Et ce verrouillage, il s'exprime pas que avec Internet, hein. Typiquement, Yael Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale en France, essaye, par je ne sais pas quel mécanisme, d'interdire les commissions d'enquête d'ici au présidentiel. C'est-à-dire que si un gros scandale venait à émerger d'ici dans l'année qui vient, l'Assemblée nationale ne pourrait pas se saisir pour faire une commission d'enquête. Je suis pas sûr que enfin, je suis à peu près certain d'ailleurs que c'est pas légal, mais on s'en fout. On n'est plus du tout dans un état de droit. Enfin, on n'est plus vraiment dans un état de droit. On n'en est pas au stade où on n'est plus du tout dans l'état de droit. On est au stade où, plus vraiment, On pose les bases, quoi. on sort des rails, on Hmm. quitte les rives de la démocratie, on s'éloigne, donc on commence à regarder la Suisse de loin, et puis toi, Ok, mais alors cet acharnement vers les médias alternatifs, qu'est-ce que ça nous dit des médias mainstream, à ton avis? qui sont à fond d'accord. Il y a une interview de, j'ai peur d'écorcher son nom, Raphaël Baquet du Monde, qui est extraordinaire. Elle témoigne au Sénat, mais elle a quand même une caméra sous le nez, au Sénat ou à l'Assemblée, je ne sais plus. Mais elle a une caméra sous le nez, donc c'est une professionnelle aguerrie, elle sait très bien qu'elle est filmée, ou elle l'a oublié. Et à un moment, elle fait une sortie qui consiste à dire, nous on est les gentils, nous on dit la vérité, parce que mais Bolloré, c'est des méchants qui disent que des fausses informations. Donc déjà, elle exclut du champ de la décence. Euh, alors Bolloré, ça représente, je sais pas, quelque chose comme 15-20% de la presse en France. Je peux me tromper, il faut vérifier. Donc déjà, ça s'est exclu. Et puis ensuite, elle considère que tout le reste, réseaux sociaux, YouTube, plateformes, machin, tout ça, c'est de la merde. Et là, elle est assez explicite, c'est une concurrence. C'est-à-dire qu'elle voit bien que son audience, en tant que média mainstream, fond comme neige au soleil.
pour une raison très con, hein, c'est qu'elle n'est pas renouvelée. Elle est juste pas renouvelée. Donc son audience, il y a 20 ans, elle était constituée de gens qui avaient 40 ans et plus. Aujourd'hui, elle est constituée de gens qui ont 60 ans et plus. Mais comme ceux qui avaient 60 ans et plus il y a 20 ans, aujourd'hui, pour la plupart, ils sont morts, bah, mécaniquement, son audience diminue. Donc elle voit son audience diminuer, 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 diminuer. Elle voit, parce qu'elle est loin d'être idiote, elle lit, comme moi, les rapports du CEVIPOF, de Sciences Po, sur la confiance envers la presse. Elle voit la confiance qui s'effondre, 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 s'effondre. Et puis elle voit l'audience sur YouTube et sur les plateformes monter, 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 monter. Et donc la seule solution qu'ils ont trouvée, et c'est d'ailleurs confirmé par une déclaration du SNJ sur cette même loi, c'est que, bah oui, il faut censurer les réseaux sociaux et il faut mettre un couvercle sur tout ça, parce que ça nous pose d'énormes problèmes. Ils passent leur temps à vérifier ce qu'on raconte et à montrer très souvent qu'on raconte de la merde. C'est très dérangeant. En plus, avec les community notes de Twitter, le moindre journaliste français ou le moindre média français qui raconte une fake news se fait débunker immédiatement, alors qu'ils avaient prévu le système de débunker pour débunker exclusivement les méchants, mais jamais les gentils. Donc ils sont pas du tout contents avec cette approche du debunking qui permet de débunker tout le monde sur un pied d'égalité. Ça les arrange pas du tout. Donc ils veulent mettre un couvercle sur tout ça. Et vraiment, retrouver, j'ai pas les références exactes, mais Raphaël Baquet en audition parlementaire, c'est criant de vérité. Il y a souvent des grands moments de vérité. C'est les derniers, c'est l'un des rares derniers endroits dans lequel on trouve des moments de vérité dans l'écosystème français. C'est les auditions parlementaires où le fait qu'il soit sous terrement, dans un cadre institutionnel très impressionnant, fait que ça se lâche. Le fait qu'il soit souvent, et pour en avoir fait, je peux en témoigner, on a tendance très rapidement à oublier le fait qu'il y a une caméra, qu'on est auditionné. Euh, il y a une mise en scène qui ressemble un peu à un tribunal, qui fait... Et puis on n'est vraiment pas censé mentir, hein. C'est pas comme aux États-Unis où si on ment dans une audition parlementaire, on va en tôle, hein. En France, encore à l'état de droit, c'est un vieux souvenir. Mais toujours est-il que, malgré tout, on ment moins qu'ailleurs. Et du coup, on a des grands moments de vérité dans les auditions parlementaires. C'est des documents qui sont vraiment précieux dans un monde où le mensonge est généralisé. Et pas que chez les conspis qui racontent n'importe quoi sur YouTube, hein, généralisé. On est vraiment dans un mensonge et dans un mensonge généralisé qui consiste non pas à dire une contre-vérité, mais la plupart du temps à la décontextualiser de façon à ce que soit on la vide de sens, soit on l'oriente dans l'interprétation qu'on laisse à faire au lecteur, T'as en envie de nous donner un évitant certains exemple, éléments. peut-être? Ouais, je vais te donner un exemple hyper controversé. Les Vas-y, je crois Russes, qu'avec le nombre de fois où t'as dit pédocriminalité dans la vidéo, c'est déjà Shadowpat. Tu peux y aller, alors non, vas-y. c'est une histoire sans pédophile. Les Russes ont fait une opération d'ingérence il n'y a pas longtemps en France qui consistait à balancer une vidéo et un faux site web imitant Blast et dénonçant le fait que Léa Salamé utilisait son entre-gens pour favoriser des articles en faveur de son bientôt candidat de mari, Raphaël Glucksmann. Et bien évidemment, à chaque fois que les Russes font une opération d'ingérence, ça fait l'objet de centaines d'articles de presse qui disent: Ah mon Dieu, regardez, les Russes font des ingérences, et donc il va falloir censurer les réseaux sociaux parce que, vous comprenez bien, il y a des ingérences russes. Et donc, j'ai un coup de fil de plusieurs journalistes pour m'en parler. Et là-dessus, je leur ai livré mon analyse de l'opération russe. Donc j'ai une certaine compétence pour analyser ce genre de choses, et je le fais depuis maintenant plus de 20 ans. Et mon analyse, qui ne regarde que moi, de cette opération d'ingérence, c'est que ça correspond. Alors, je crois sur parole le fait que c'est une ingérence russe. J'ai pas les moyens de vérifier. Donc, je remets pas en question ça. Je pars du principe que c'est une réalité. Par ailleurs, bien sûr, les Russes font des ingérences de ce genre-là, donc c'est tout à fait crédible. Mais jusqu'ici, les ingérences russes, c'était des trucs à 2 balles. Ce l'est toujours, hein. C'est pas très compliqué de faire un faux site de Blast et une fausse vidéo qui consistait à faire une connerie du genre, on va taguer des étoiles de David dans Paris, ou on va payer une bande de Bulgares pour déposer comment on appelle ça, des cercueils au pied de la Tour Eiffel, de façon à ce que ça fasse des articles de presse.
Et donc concrètement, on injecte quelques milliers d'euros dans une opération et on a l'équivalent d'une campagne de presse à 100, 150 000 euros. Super rentable. Les Russes seraient vraiment idiots de s'en priver. Et ça fait des années que les Russes fonctionnent sur cette logique-là. Et donc il faut s'imaginer du côté des Russes, où tu as des agences privées qui travaillent pour l'État pour faire de la désinformation sur un territoire ennemi, qui mettent en place des opérations de désinformation qui leur coûtent 1000 balles, qui obtiennent des résultats absolument spectaculaires et qui ensuite vont voir les autorités russes en disant, vous voyez, ça marche, hein, ah, la vache, ils ont peur de nous, hein, ah là là, ça marche. Redonnez-nous des sous pour refaire des opérations. C'est un super business, ça rapporte de l'argent aux médias français, ça permet à l'État français de mettre en place des lois liberticides, et ça permet à des agences de désinformation en Russie de récupérer des budgets pour s'engraisser sur le dos de l'État russe. Tout le monde est content. C'est vraiment une synergie où, pour le coup, il faut saluer une vraie coopération franco-russe productive où tout le monde gagne. Mais humour mis à part, euh, moi j'interprète cette toute dernière ingérence russe qui met en scène Léa Salamé et Raphaël Glucksmann comme une montée en puissance très significative. Parce que sortis du petit cadre des rédactions parisiennes, qui savent ce que je vais vous raconter, hein, mais qui sont persuadées d'être les seules à le savoir et qui, dans la mesure où elles le gardent secret, sont persuadées que personne d'autre ne le savent. La réalité, c'est que la plupart des Français savent que Raphaël Glucksmann a lui-même fait de l'ingérence en Géorgie, qui s'est fait cramer, que son ex-femme est mêlée à des affaires de corruption en Géorgie et qu'elle s'est réfugiée en Ukraine. Et donc, Raphaël Glucksmann a un passé en matière d'ingérence, mais de la bonne ingérence, hein, pas la mauvaise ingérence. Et donc, déjà, ça prête à sourire que les Russes dénoncent l'ingérence enfin, ils dénoncent même pas de l'ingérence là-dedans, mais que les Russes tapent sur Raphaël Glucksmann, qui a fait de l'ingérence dans une zone d'influence russe, ça, il y a de quoi sourire. Quant à Léa Salamé, ben moi je me souviens d'une époque où quand DSK marchait vers une candidature, Anne Sinclair s'est retirée des antennes. Visiblement, ce genre d'éthique n'a plus cours aujourd'hui. Donc là aussi, cette forme d'ingérence russe souligne ça de façon très gênante. Et puis, il y a quand même pas mal de gens qui sont au courant que le père de Léa Salamé, qui est un ancien ministre libanais, est également administrateur de la Fondation Soros, l'Open Society, et que là aussi, en matière d'ingérence, il y a de quoi rigoler. Et donc vraiment, je pense que cette opération d'ingérence a été faite, comme d'habitude, pour faire des retombées presse, mais pour instrumentaliser les retombées presse. Alors que jusqu'ici, les retombées presse des ingérences russes ne servaient guère aux Russes qu'à justifier avoir des budgets supplémentaires pour continuer ce genre de conneries. Et l'impact sur l'opinion publique était relativement limité. Là, on est passé à un stade supérieur de la part des Russes, qui est vraiment un jeu de billard qui dénote, à mon sens, hein, c'est mon analyse encore une fois, d'une montée en gamme de la stratégie russe et de l'intelligence qu'il y a derrière ces trucs-là. Auparavant, les ingérences russes, moi je les interprétais ça vraiment comme la caricature que je vous en ai faite, quoi. Des boîtes qui font des opérations de manipulation d'informations plutôt bas de gamme. Il y a infiniment plus balèze que ça il y a des centaines de sociétés de services qui proposent ça, aussi bien en Russie qu'en France, qu'en Israël, qu'aux États-Unis, que partout. Là, la qualité des opérations d'ingérence russe, c'est vraiment du bas de gamme. Mais c'était un bas de gamme qui permettait à ces boîtes de se nourrir grassement sur le dos de l'État de russe, en faisant des petites opérations minables qui avaient un écho considérable dans une presse qui était ravie de s'en servir pour une propagande anti-russe, ce qui fait que tout le monde était content. Les médias mainstream étaient ravis parce que ça leur donnait du matériel pour dire regardez, les Russes sont des méchants. L'État français était ravi parce que ça leur permet de dire regardez, on va être obligé de passer des lois liberticides pour se protéger des méchants russes. Les agences russes de désinformation étaient ravis parce que ça leur permettait d'aller voir l'État russe en disant vous voyez que nos campagnes sont efficaces, donnez-nous plus de sous encore. Et l'État russe était ravi parce que ça leur permettait de se sentir puissant pour un investissement totalement ridicule. Donc ce petit manège fonctionnait vraiment de façon très efficace pour les deux candidats, de part et d'autre, depuis déjà des années. Mais Là, c'est plus le quant cas. à On est sur quelque Soumi, chose de plus intelligent de la part des Russes.
Quand tu as soumis cette analyse aux journalistes qui t'ont contacté, ils t'ont invité sur BFM ou Ah non, non, non. ça y est, t'es sur liste noire, Fabrice? Oh, je rentre et je sors régulièrement des listes noires parce que le problème qu'ils ont, si tu veux, c'est que bah, ils voient bien que la confiance s'effondre, ils voient bien que les analyses qu'ils donnent à manger, bah, j'ai même pas regardé ce qu'ils ont mis à ma place, hein, mais ils ont certainement mis un académique qui surfe sur la tendance du Russian bashing pour faire sa carrière, qui a dû sortir une banalité du genre ah, les Russes sont vraiment très très méchants et puis tout ce que disent les Russes c'est faux hein, alors que tout ce qu'on dit nous c'est vrai. Et regardez, il fait tant de la désinformation contre ce pauvre Raphaël Glucksmann qui a rien fait et cette pauvre Léa Salamé qui est parfaitement intègre. Bon, le problème c'est que c'est ce genre d'information qui fait que l'audience s'évapore. Donc de temps en temps, il me redonne la parole. Bon, sur BFM, je pense que je suis définitivement cramé. Mais bah, si c'est pas BFM, c'est CNews, c'est autre chose, hein. Peu importe. Ouais. Oui, Ça reviendra. Et puis de toute façon, l'audience se décalant sur YouTube, je manque pas d'invitation à dire des conneries sur YouTube. Donc c'est vraiment pas exactement. très grave. C'est Et vraiment pas très puis, grave, mais j'insiste hein, sur cette analyse, hein. Je pense vraiment qu'on assiste avec cette opération à une montée en gamme très significative de l'intelligence qui était relativement absente jusqu'ici dans les opérations de désinformation russe. C'est plus subtil, c'est plus fin, et ça instrumentalise un mécanique de ping-pong entre les gentils médias français qui dénoncent les méchants ingérences russes et les méchants russes qui font des opérations à deux balles d'ingérence en France. Là, on est passé à autre chose. Ce très qui, bien. au passage, confirme la crainte de, ah mon Dieu, il va falloir tout censurer pour les présidentielles, hein. Hum, Non pas que je prône le fait de tout censurer, je prône le fait de faire des analyses d'éduquer le public, de faire de l'éducation populaire, hum. de faire en sorte de donner les outils à la population pour réaliser ce qui se passe. Et le problème, c'est que c'est pas du tout compatible avec la propagande en place, aussi bien du côté russe, mais là, les Russes en ont rien à foutre de ce que je raconte, que du côté français qui fait également de la propagande. Hum. Oui, tout à fait. Bah alors, on pourra te retrouver sur YouTube, mais également tous les mois sur l'impertinent avec ta chronique numérique. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette analyse et à À bientôt. bientôt! Salut. Salut!